On va faire un petit point, on va revoir les bases pour que tout le monde soit au même niveau, hein, en termes de compréhension. Donc là, je viens de vous afficher le fichier PassVD, hein, qui est présent dans ETC. Si on regarde au niveau des métadonnées, hein, si je fais un ls-l, on voit bien que ça route, pardon, c'est le root et qui appartient au groupe root qui peut quoi? Qui peut lire et écrire. Ensuite, les autres membres du groupe root peuvent le lire, c'est le cas pour Saltimbanque, et les autres, other, ou tout le monde, donc qui ne fait pas partie du groupe root, comme Saltimbanque, ou qui est root, et root est de facto groupe, et de facto fait partie du groupe root, peut, peuvent, comme Saltimbanque, que le lire, hein. Donc grosso modo, moi je suis Saltimbanque, ça c'est les autres, et ça c'est l'administrateur. Donc on voit bien que comment ça se fait que soit Saltimbanque, soit quelqu'un de l'extérieur, sans faire sudo, donc élévation de privilège, va pouvoir modifier ce fameux fichier. Et ce fichier, comment il se compose? Focalisons-nous sur cette première ligne, si vous le voulez bien. Donc tout le temps, hein, les entrées passe VD en fait, elles sont composées de 7 champs. Notre séparateur, ce sont les deux points. Donc on a route, 2 points, x, 2 points, 0, 2 points, 0, 2 points, route, 2 points, slash, route, 2 points, bin. Alors, bash, moi j'utilise ZSH, donc chez moi c'est user, bin, ZSH. Le premier route, c'est le nom de l'utilisateur. Ok? En effet, c'est l'administrateur. Ensuite, on a le hachage du mot de passe de l'utilisateur. Le problème, c'est qu'il n'est pas stocké là. Le hachage, sur les anciens systèmes, il était présent dans PassVD. Maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années, il est dans ETC Shadow. On a un autre fichier, Shadow, dont je vous ai déjà parlé. Donc, on met un X, hein. Le X, ça veut juste dire que il y a une correspondance en base de données dans le fichier Shadow, et au lieu de l'afficher là, puisque ça serait sensible, on lui met un X, juste pour spécifier que le hash existe bien. Donc on a un mot de passe en clair qui a été haché, qui n'est pas dans ce fichier SVD, qui est dans Shadow. Ensuite, on a le 0. Le premier 0 que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'UID, c'est l'utilisateur, hein. C'est l'identifiant de l'utilisateur. Là, on voit que c'est 0, 0, c'est tout le temps l'administrateur. C'est le haut de la pyramide, comme je vous le dis toujours. D'accord? Ensuite, on a le JID. JID, par opposition à l'UID, c'est le groupe. Le groupe, l'identifiant du groupe. D'accord? On voit également que c'est root et qui fait partie du, du groupe root. Donc 0. C'est exactement ce que je vous disais là. Route 0, ça c'est le UID, ça c'est le JID. 0, 0, 0, 0. Ensuite, la description du compte. Là, la description est plutôt simple, c'est route. Mais elle peut également être laissée vide. C'est-à-dire que il y aura rien. Ensuite, on a le répertoire de base de l'utilisateur route. Eh ben, c'est slash route. À la racine, il y a une arborescence, un dossier qui s'appelle route. En effet. D'accord? Vous savez que, contrairement aux autres utilisateurs Linux, l'administrateur a un répertoire spécial pour son home dir, hein, ce qu'on appelle le home directory, grosso modo son espace de travail. Et enfin, on a le shell de connexion de l'utilisateur. Alors, généralement, on utilise bin bash, bin sh. Moi, j'utilise, regardez tout en haut, j'utilise console ZSH. Donc, en effet, ZSH est dans bin, qui est lui-même dans user à la racine. D'accord? Donc, comment je peux corréler ces informations? Tout simplement, oui, tout à fait. On a le tile. Tile, ça, c'est le home dir pour tout le monde, hein. Moi, je suis dans quoi? Je suis dans home saltimbanque. Si je sors de là, je vois qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Linux Bro. Linux Bro,
il a également son arborescence, hein. Il y a rien dedans, mais il a aussi une arborescence. D'accord? Donc, grosso modo, là, on a deux utilisateurs classiques, Linux Brew et Saltimbanque. Par contre, le root, comme je vous le disais, là, on est sur quoi? On est sur la racine. Si je fais ls, j'ai quelque part par là le root, hein. Donc c'est en bleu, ça veut dire que c'est une arborescence. Et si je fais cd root, moi je suis saltimbanque, je n'ai pas le droit. Pourquoi? ls-l sur root, impossible. Permission non accordée. Donc vous voyez, c'est extrêmement sensible, puisque même moi, saltimbanque, pourtant, je fais partie du groupe, mais je ne suis pas root, je ne peux ni voir ce qu'il y a dedans, ni rentrer dans ce répertoire, ni même afficher les inodes, les métadonnées concernant cette arborescence. Alors, comment on peut faire? Eh ben, on va passer super utilisateur. Là, maintenant, pas de problème. D'accord? Donc, on voit bien que le root, il a ce home-dir, hein, voilà. En principe, si on suit la logique que je vous dis, mais j'ai pas envie de vous induire en erreur, si c'était classique, on aurait dans Home, Linux Brew, Saltimbanque et root. Sauf qu'on déporte le root et on donne des droits spécifiques à cette arborescence. Vous voyez la différence ou pas? Regardez bien. D, ça veut dire que c'est un dossier, une directory. Et ensuite, il y a que le root qui peut quoi? Qui peut lister les fichiers, regarder les métadonnées, exécuter, écrire et lire. Moi, je suis quoi? Moi, je suis les trois autres. Je fais bien partie du groupe root, mais je suis pas root. Je suis saltimbanque. Et saltimbanque, en aucun cas, il peut lire les métadonnées, les inodes, rentrer, exécuter, hein, dans le dossier et lire, écrire. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a ces messages d'erreur qu'on a vus plus tôt. Et les autres, c'est pareil. Ils ont pas le droit à rien, hein. 3 traits, chaque droit. On commence toujours par le read, ensuite le W, le write, et ensuite l'execute. Pareil pour Saltimbanque. Read, write, execute, c'est sur 0, hein, base 8. Ou, bah, ça veut dire c'est égal à moins R, W, X. Pourquoi le moins? Parce qu'on retire les droits. À quoi? Au read, au write, au execute. Par contre, si je regarde le home, là, on voit que c'est totalement différent. Alors, on a toujours le root et le groupe root. Mais par contre, au niveau des droits, qu'est-ce qui se passe? Ben là, si on oublie cette partie, vous voyez que ça change. Là, Saltimbanque, avant, il avait plus aucun droit. Maintenant, il peut exécuter et lire. Ça veut dire que je peux me balader là-dedans, hein. Exécuter, penser, c'est l'exécution d'un fichier, mais c'est également faire un ls et c'est exactement faire un cd, un change directory, un cd dans l'arborescence. Si tu n'as pas l'exécution, tu pourras même pas te déplacer, hein. C'est pas qu'une question d'exécuter. C'est aussi une question de se déplacer, d'aller dans le répertoire. D'accord? Et j'ai la lecture. Attendez, excusez-moi. Je vous dis des bêtises, je suis en train de m'embrouiller moi-même en vous parlant. Moi, j'ai le read et l'exécution. D'accord? J'ai pas le write et pareil pour les autres. D'accord? Donc, si on regarde bien, ce que je vous disais par rapport à ce qu'il y a, en effet, 0, 0, groupe, 0. Ben, c'est ça. 0, 0, groupe 0, UID 0, GID 0. Et si le GID 0, le groupe est également égal à 0. D'accord? Par opposition à quoi? Si je sors ID, ah, UID, c'est plus 0, c'est 1000. JID, c'est saltimbanque, c'est 1000. Groupe, je vous ai dit quoi? Si le JID est égal à 1000, le groupe est égal à 1000, c'est le premier. Et après, saltimbanque a fait partie d'autres groupes.
On a le 4, le 20, le 24, le 25, le 27, le 29, le 30, le 44, etc., etc. Mais vous voyez bien que je n'ai pas en groupe le 0. Pourtant, je peux quand même quoi? Je suis quand même assimilé au prout. Pourquoi? Vous le savez? Simplement parce que je fais partie du groupe sudoer. Je suis sudoer. Qu'est-ce qu'un sudoer? C'est un membre qui fait partie de sudo. Sudo, c'est un programme, c'est aussi un fichier qui va permettre de gérer les droits. Si tu fais partie de sudo, tu deviens de facto sudoer. Et si ton utilisateur, moi, Saltimbanque, est sudoer, quand bien même ton groupe n'est pas root, lorsque tu fais la commande sudo et que tu rentres le bon mot de passe et que le fichier sudoer est vérifié et que tu es bien présent dedans, Saltimbanque c'est le cas, là, pendant un court instant, le temps de l'exécution de la commande, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire partie du groupe root. Mais tu ne seras pas root. Hein, tu feras juste partie du groupe root. Donc, de facto, très souvent, si tu fais partie du groupe root, tu vas l'exécuter en tant que root. Vous voyez, ça permet d'élever nos privilèges. Hein, ça, faut bien le comprendre parce qu'après, on a du mal. Donc voilà. Et si je regarde bien, en effet, je corrèle ces informations. Moi, je suis tout en bas de la pyramide. Saltimbanque, il est tout en bas. Il est 1000. Hein. Par opposition, je vous disais à quoi? Tout en haut. Tout en haut, on a le 0. Donc le but, quand on attaque un système Linux et qu'on essaie de faire des privesques, des escalades de privilèges, vous serez tout le temps en bas. Le but, c'est de monter. C'est pour ça qu'on appelle ça quoi? Une escalade verticale, qu'on appelle une escalade de privilèges. D'accord? C'est un pivotement vertical. Ensuite, rappelez-vous que sous Linux, le premier compte commence à 1000. En effet, il n'y a qu'un compte sur ma machine. C'est Saltimbanque, il est 1000. Si j'ajoute Toto, il deviendra 1001. Hein? Tata, 1002. Titi, 1003. Vous l'avez compris. D'accord? On commence tout le temps à partir de 0. Et donc, enfin là, c'est 1000, vous l'avez compris, mais c'est pas 1001. Hein? Le premier compte, c'est pas le 1001e, c'est le millième. Donc ça, maintenant, j'espère que c'est clair, parce que ça va être important pour la suite. Donc on va récupérer le POC, hein, c'est un fichier standard en C, on va venir le compiler avec ce que vous voulez, Clang, GCC, ce qui vous fait kiffer, votre compilateur préféré. Moi, vous savez que j'ai un petit faible pour GCC, qui est présent sur notre Kali ou par AutoS. Et une fois compilé, cet exploit va nous donner beaucoup de contrôle sur la façon dont on va pouvoir abuser de la vulnérabilité Dirty Pipe. Hein. En effet, on va lui spécifier le fichier qu'on veut écraser, le décalage en offset auquel on veut l'écraser et le contenu. C'est les trois composantes, c'est la pierre angulaire pour le fonctionnement de notre exploit. Il nous faut le fichier, donc la cible, il nous faut le contenu, hein, qu'est-ce qu'on va lui passer, et comme on réécrit dans la mémoire, vous savez qu'on parle tout le temps en offset, hein, par décalage. Donc, on va acquérir toutes ces données, essayer de comprendre qu'est-ce qui nous intéresse, mais vous avez déjà, je pense, une idée. Hein. Notre fichier qu'on va venir écraser, ça va être justement celui que vous avez sous les yeux, ça va être notre shadow auquel Saltimbanque n'a que les droits en lecture. D'accord? Donc, on va voir comment faire ça, pousser ça. Hein. Donc, gardez bien l'exploit en tête et comprenez bien que ça ne te permet pas de créer des fichiers. Tu peux uniquement écraser des informations dans des fichiers qui sont déjà existants. Et là, ça fait une grosse différence. Hein. J'espère que vous le comprenez bien. Donc, on va essayer de trouver un fichier que notre utilisateur peut lire et on va essayer d'élever nos privilèges. Donc, le plus facile, hein, dans ces conditions, vous l'avez bien compris, c'est notre fichier etc passvd. Hein. Le hachage des mots de passe sont généralement stockés avec un accès restreint dans Shadow, comme je vous le disais, l'autre fichier dans les systèmes Linux modernes, comme je vous le disais, hein, historiquement, c'était stocké
traditionnellement dans PassVD. Puis ça a changé. Donc la plupart des variantes de Linux, elles vérifient toujours si les hashages de mot de passe de compte sont donnés dans PassVD, hein, et c'est une corrélation des informations entre PassVD et Shadow. Hein. Le plus important, c'est Shadow, parce que c'est là où il y a le mot de passe qui a été haché. Mais Shadow ne peut pas fonctionner, si vous voulez, sans l'interprétation faite par le PassVD. Hein. Et plus vicieux, certains systèmes autorisent de quoi? De créer un système dans Shadow, hein, donc créer un nouvel utilisateur avec un mot de passe qui a été haché et l'enregistrer dans PassVD, c'est possible. Tous les systèmes le permettent, mais les anciens systèmes Linux permettent une faille de sécurité, c'est-à-dire que on peut créer cette fois-ci un nouvel utilisateur par opposition à dans Shadow, on va le créer dans PassVD, celui que vous avez sous les yeux, et on n'aura même pas besoin de chiffrer, enfin de hacher le mot de passe. On pourra le mettre en clair. Le mettre en clair et en plus faire cette fameuse manipulation. Qu'est-ce que j'entends? Eh ben, je vais pouvoir rajouter une ligne, dire Toto, 0, 0, ce que vous voulez, et vous comprenez bien que c'est ça le plus important. Pourquoi? Parce que si on remonte Toto, X, ou le mot de passe en clair, 0, 0. Bah là, vous venez de quoi? Vous venez de créer un clone parfait du root qui s'appelle maintenant Toto avec un mot de passe que toi-même tu as défini. Vous voyez la faille de sécurité, j'espère. D'accord? Donc tout ça, il faut que ça soit bien clair. Hein. Donc on va abuser de ça, on va vérifier si le système le permet, mais les hachages de mots de passe front, on les met en clair ou pas. On va voir, tout va dépendre du système, du Linux, de son âge, de sa configuration. Des fois, ça sera en clair, des fois, ça sera haché, quoi qu'il en soit. Comme l'exploit que je vous avais montré la dernière fois, on va pouvoir générer via OpenSSL un chiffrement. Hein, donc, hacher notre mot de passe pour être plus précis et l'intégrer dans PassVD. Ok? Donc, on va voir comment on va utiliser cette technique, mais c'est, on va dire, les 3 types d'escalade en injectant nous-mêmes un nouveau compte et cloner les droits du root. Soit je le mets en clair dans PassVD, soit je le hache, je le mets dans PassVD, soit je le hache et je le mets dans Shadow. 3 possibilités. Donc comment je peux faire ça? On va se générer via OpenSSL un mot de passe, d'accord? Et on va utiliser SHA-512 script, d'accord? Puisque c'est ce qui est utilisé dans le système Linux. Hein. C'est SHA-512, c'est ce qu'on appelle du TrueCrypt ou du Blowfish. Hein. Ça a plusieurs noms. Et pour ce faire, on lui spécifie le tiré du 6. Tiré 6, c'est pour lui dire, écoute, c'est du SHA-512 script. Ok? Ensuite, il faut que je lui passe la commande. OpenSSL, on peut lui passer plein de commandes. Moi, ce que je veux, c'est PassVD. PassVD, tout seul, vous savez que ça permet de changer le mot de passe d'un utilisateur. Sudo PassVD saltimbanque, je change le mot de passe de saltimbanque. Sudo PassVD Toto, je change le mot de passe de Toto. Sudo PassVD WD root, je change le mot de passe du root. Donc là, on utilise la conjonction, en fait, la combinaison entre OpenSSL et je lui passe la commande passvd pour lui dire génère-moi un password, un mot de passe. Vous l'avez compris. Je lui précise la fonction de hachage, le SHA-512 script. On a ce qu'on appelle du hash et on a ce qu'on appelle du salt in bank. Donc saltimbanque, jeu de mots, hein. Le salt. Le salt, en fait, c'est ce qu'on va rajouter. Hein. C'est une partie comme une sorte de header d'en-tête, hein, qui va venir complexifier au niveau de notre fonction, soit de crypto, soit de hachage.
hein. C'est-à-dire que si je rajoute un salt qui est uniquement connu par moi, ça complexifie la, comment dire, les possibilités, en tout cas la technique et la demande de calcul mathématique, informatique, pour que tu puisses trouver la solution. Hein, encore une fois, en cryptographie, vous savez que plus l'implémentation, hein, de l'algorithmie en termes mathématiques est complexe, plus ça prendra du temps, un certain temps de calcul pour trouver la solution. Hein. Un système, je peux trouver en 10 millions d'essais la solution. Un autre système plus complexe, il va me falloir 1 milliard de calculs, de solutions pour trouver la bonne solution. C'est typiquement les attaques que vous connaissez, qu'on appelle, attaque par force brute. Ok? Je vais essayer jusqu'à qu'enfin je trouve la bonne combinaison. Donc le salt nous permet de durcir le système. Le hash tout seul, c'est pas mal. Mais si j'ajoute un salt que seul moi connais, mon salt, ça sera salt in bank. Ok? C'est une chaîne de caractères. Mais j'aurais pu mettre salt, j'aurais pu mettre in, j'aurais pu mettre toto. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'utilise un salt qui est donc tout le temps une chaîne de caractères. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettres. D'accord? Plus le salt est complexe, naturellement, plus ça renforce la protection. Ensuite, on lui met quoi? On va lui mettre tout simplement le mot de passe. Alors, le mot de passe, on peut lui mettre ce que vous voulez. On va mettre un truc simple. Password. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? $6, ça veut dire qu'on a utilisé le TrueCrypt. Donc, juste pour vous montrer, vous voyez que si vous mettez également le mot de passe, j'ai gardé password, sans les double quotes, ça ne change strictement rien. Ok? Les double quotes, c'est juste pour lui faire comprendre qu'on parle bien d'un string, hein, et de gérer les white space ou les caractères spéciaux, tout ça. Mais vous voyez que le hash est strictement identique. Que je mette ça ou ça, c'est exactement la même valeur de hash. Donc on va commencer notre attaque. Hein. On va écraser les entrées existantes dans le fichier de mot de passe. On va ajouter notre nouvelle ligne à la fin de l'entrée et ça garantit que nous évitons de corrompre notre entrée avec le reste du contenu précédent de la ligne. J'ai pas envie de foutre le bordel parce qu'après ça peut carrément empêcher le Linux de fonctionner, de me connecter ou les autres utilisateurs. Et quand vous faites une cyberattaque, c'est d'être le plus furtif possible. Donc, on sait sur quel fichier on va travailler. Notre cible, ça va être ETC Shadow. Je sais que je veux quoi? Je vous ai dit quoi? On a 3 choses à savoir. Je sais que je vais écrire à la fin du fichier. Ça, c'est le décalage en termes de mémoire, d'offset, en bas niveau. Maintenant, il faut qu'on trouve comment on va pouvoir faire tout ça. Il faut l'exploit, le vecteur d'attaque. Donc, il nous faut trouver notre candidat et notre décalage. Alors, il y a un compte game qui est parfait. Pourquoi? Parce que le compte game, tout simplement, vous l'avez compris, va gérer les jeux vidéo sous Linux. C'est pas un daemon qui est critique, donc qui rendrait instable la machine. Et généralement, personne s'en sert de ce compte. Donc typiquement, vous l'avez bien compris, je vous ai parlé en préambule de quoi? D'ajouter une ligne à la fin. Mais ça, c'est lors d'une privesque classique. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que réécrire. Et vu la longueur de la chaîne, du string qu'on va injecter, il y a de fortes chances qu'on n'écrase pas qu'un seul compte, peut-être 2. Donc, on doit bien choisir la ligne
hein, puisque je peux pas je peux pas l'ajouter à la fin, hein, de ce fichier. Il va falloir écraser une ligne, hein. C'est ce qu'on a vu en préambule. On a vu que cet exploit nous permet de réécrire dans un fichier en lecture seule. Mais réécrire, ça veut pas dire ajouter. Ça veut dire réécrire soit l'intégralité, soit des bouts d'informations dans le fichier. Mais aucunement ajouter des choses au fichier. Alors là, vous allez me dire, ouais, Saltimbanque, t'es gentil. T'es en train de jouer sur les mots. Non, pas du tout. Parce que ça a une différence majeure pour nous. Sinon, on se serait contenté de quoi? D'ajouter la ligne, comme je vous le disais, à la fin du fichier. On ne peut pas le faire avec cet exploit. Donc, ça va être notre victime, notre perte collatérale, le compte game. On va lui faire la nique. Par contre, dernière inconnue à notre équation, hein, à notre problème, c'est le décalage, l'offset. Comment je peux connaître le décalage? Je peux utiliser grep-b. Donc je vais lui dire grep b. Je travaille sur quoi? Sur games. Hein, c'est le premier compte. Ça commence toujours par le nom du compte. Et je lui dis, écoute, jette un coup d'œil dans ETC PassVD, s'il te plaît. Ah. Donc, grep m'affiche en rouge ce qu'il retrouve. Jusque-là, tout va bien. Hein, game x5 60 games, game x5 160. Quel est le petit détail important? 189. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est la longueur de notre décalage. D'accord? Notre offset. C'est l'endroit où dans le fichier exploit, on doit commencer à écrire quelle partie du fichier doit être écrasée. Hein, la vulnérabilité, comme je vous disais, elle nous permet pas d'ajouter au fichier. Donc on va devoir trouver un compte, l'écraser et de manière réaliste, vu la longueur de notre hash, plus quoi, toutes les métadonnées, hein, parce que qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On génère avec OpenSSL. Ouais, c'est cool. Mais il manque plein de trucs. Qu'est-ce qui manque? Là, c'est pas complet du tout. Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Vous vous rappelez? Si je reprends ce que je vous ai montré. Il est où mon OpenSSL? Voilà. Là, qu'est-ce qu'il va falloir ajouter? Il va falloir ajouter X. Ça, c'est mon X. Enfin, vous l'avez compris, pardon. On va ajouter 0, 2.0 pour donner les droits root. Ensuite, 2 points, 2 points, on va mettre slash root. Et 2 points, bin bash, hein, parce qu'il n'y a pas ZSH sur la machine. Donc on va utiliser bash. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter la nomenclature. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si on doit faire un clone, ok, ça c'est bon, c'est ce qu'on a créé avec OpenSSL, mais après il faut qu'on rajoute tout ça. D'accord? Donc vous voyez que c'est ça, plus tout ça. Donc ça fait une très longue chaîne de caractères. D'accord? Donc le but, c'est d'éviter. Hein, ça va nous garantir qu'on évite de corrompre avec notre entrée tout le reste du contenu, hein, de la ligne précédente, par exemple. Donc là, on est bien. Hein, j'ai ce truc, je vais copier ce string, je vais le coller là, que vous compreniez bien. On travaille sur quoi? Sur un utilisateur. Là, vous allez me dire, ouais, mais attends, tu l'as déjà mis. C'est Saltimbanque. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Saltimbanque, c'est le salt que j'ai utilisé. Donc, si je veux rajouter Saltimbanque, il faut que je le mette. Et on travaille sur une chaîne de caractères. Donc, je vais mettre Saltimbanque. $6. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Hein, je développe, mais que ça soit bien clair. Séparateur. Il nous faut nos 2 points là. D'accord? Ensuite, on a ce long string. Pas de problème. Il faut que quoi? Que je rajoute. Donc ça, c'est notre X. Il faut que je rajoute 0, 2.0.
Ok? Deux points, route, l'endroit, le répertoire du root. On a vu que c'est slash root à la racine, deux points. Et ce qu'il utilise comme shell, il utilise quoi? Il utilise bin. Bash. Bash se trouve à la racine dans l'arborescence bin. Et je referme. Ça devient un très long string qu'on va venir injecter. Je reviens, que ça soit très clair. C'est exactement ça. Ok? Le nom, je viens de rajouter saltimbanque, je viens de rajouter deux points. La longue chaîne de caractères, c'est notre X. J'ai rajouté deux points. J'ai mis 0. J'ai mis deux points, 0. J'ai mis deux points. J'ai mis route, slash route. J'ai mis deux points et j'ai mis bin bash. D'accord? Ça, c'est un compte de service, c'est un daemon. C'est pour ça que c'est un peu différent. Ok? Mais si je reviens à mon exemple, c'est exactement ça. Ok? Ça, c'est ce que OpenSSL nous a généré. Moi, j'ai rajouté tout ça. J'ai rajouté un deux points là et j'ai rajouté Saltimbanque. Saltimbanque devient un clone de route. Donc là, c'est cool. Je sais ce que je vais pouvoir injecter. Hein. On a notre contenu, c'est notre ante passe VD. On va venir injecter. En rouge, je vais le copier. Et on connaît notre dossier. On va travailler dans le dossier ETC, on a un fichier passe-VD. Donc maintenant, on a besoin de tout. On a vu qu'il nous manquait le décalage. Le décalage, je sais que c'est 189 et on a notre victime. On a vu qu'on allait exploiter gain. D'accord? Donc, on est prêt. Il nous manque plus que, exploiter hein, le fichier, le compiler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire proprement pour que ça marche? C'est ça l'erreur des débutants quand on exploite cette faille. C'est penser à mettre votre utilisateur, ce que vous voulez, on s'en fout en fait. Saltin, alors, saltin, euh, notre string, le X, notre H, séparé, pareil, encore une fois, user ID, group ID 0, deux points, le home dir, bin, H, mais ça, vous avez vu que quoi? Ça marche pas. Il nous génère l'erreur. L'erreur, en fait, c'est là. Là, il y a un white space. Ensuite, redirection pour écraser un nouveau white space. Et là, ça marche. Vous voyez cette petite erreur? Ça peut vous coûter la machine. Et là, on est out. D'accord? Blanc, blanc, chevron,
ça coupe. Sinon, vous aurez eu le message User bin has been no login. Il va dire not found. Hein, comme ça nous a fait là, plutôt. Hein, on veut surtout pas avoir ça. Ça marchera pas. Hein, ça marche. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On est un peu les rois du pétrole. On a quoi? On a un fichier ETC euh, qui a un petit souci. Hein, on vient de le modifier, on vient de modifier passe WD. Donc, pour effacer nos traces, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut tout simplement copier. Dans TMP, j'ai fait une copie de passe VD, de l'original, et je le recopie. Vu que j'ai les droits, je suis root, je suis le dieu dans la machine, je réécris. Ce que je pouvais pas faire avant. Ok? Maintenant, si je fais un cat sur ETC, passe VD, Games est de retour. Et moi, j'ai disparu. Je suis root sur la machine, il n'y a aucune trace de l'effraction. D'accord? Ni de l'infraction, en termes pénal, ni de l'effraction. Parce que je viens de te cambrioler ta maison et t'as aucune trace qui peut te l'indiquer. Là, en tout cas, au niveau du fichier qu'on a attaqué. Il est à nouveau propre. Pourtant, moi, je suis toujours root. Qu'est-ce qui se passe? Je suis root. Tu vois? Donc, quand vous faites une cyberattaque, tout ce que vous modifiez, vous avez altéré, vous le remettez ensuite. Ok? Vous faites les choses bien. Donc là, maintenant, on est route sur la machine, on peut faire ce qu'on veut. Typiquement, lors d'une cyberattaque, on passerait à la post-exploitation. Donc ça, c'est le premier exploit. Hein, c'est l'exploit de Kellerman. On voit que ça fonctionne parfaitement pour peu hein, qu'on se trompe pas au niveau de notre syntaxe. Donc, on a vu la vulnérabilité Dirty Pipe. Mais c'est un bon petit POC, ça permet d'écraser n'importe quel fichier avec des données arbitraires, on a notre décalage, on l'utilise, et on abuse de cette vulnérabilité pour écrire dans des fichiers de façon arbitraire. Mais on a un autre concept de Blasty qu'on va venir voir. Donc lui, ce qu'il fait en fait, hein, c'est une autre implémentation. Une autre implémentation, techniquement, il va utiliser la même chose, mais cette fois-ci, il se focalise sur les suites bits. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh ben, on va travailler sur un suite bit. On va copier cette fois-ci un binaire qui nous intéresse et on va dropper un switch. Vous savez que quand vous travaillez, donc techniquement, cet exploit, il va pousser l'écriture arbitraire du fichier, mais à un niveau au-dessus, hein, avec une qualité assez spéciale. Vous savez que les programmes suites, hein, avec le suite bit, perdent généralement leur bit suite lorsqu'on essaye de les écrire. Cependant, ça se produit pas avec DirtPipe. Donc en d'autres termes, on va pouvoir écrire n'importe quel programme qui a la permission d'exécuter avec des privilèges plus élevés, sans détruire par inadvertance cette fameuse autorisation supplémentaire, comme ça se produirait habituellement. Et c'est là tout l'avantage. Là, dans ce premier exploit, on vient d'écraser un fichier. Dans ETC, on s'est servi de passe VD. Mais on peut également écraser un binaire suite qu'on va spécifier. Qu'est-ce que je peux demander? Bah, je peux demander SU, super utilisateur. On va lui injecter notre shellcode qui va être exécuté avec les autorisations de l'utilisateur privilégié, c'est-à-dire root. Donc plus précisément, cet exploit, il va détourner le binaire suite, hein, et on va le forcer à créer un binaire, un clone parfait, mais avec une porte dérobée. Et on va le placer à un autre endroit. Vous savez que euh, SU, hein, appelle quoi? Fait des syscalls, des appels vers SH, hein.
On a classique, hein, vous faites SU, super user, et ensuite, donc plus précisément, là, la logique, c'est que l'exploit détourne le binaire suite qu'on a choisi et va le forcer à en créer un autre, une parfaite copie. Ça sera notre porte dérobée. On va le mettre dans TMP parce qu'on a le droit d'écrire, même sans être root. Et lui aussi, il aura le bit suite hérité. Et il va faire ses appels vers SH, qui est présent dans bin SH. Donc, il restaure ensuite le binaire suite qui est ciblé en parfait état de fonctionnement et il va rajouter notre section écrasée et on va utiliser cette porte dérobée pour raccorder à l'attaquant un shell en tant qu'utilisateur privilégié. Donc là, c'est de l'injection de shellcode. On a vu comment on pouvait écraser un fichier. Maintenant, on va voir comment on peut abuser du suite bit sans altérer le fichier originel. Et là, en termes de fils de putré, si vous me permettez l'expression, c'est le top du top. Donc, l'exploit, je vous laisserai creuser, je vous mettrai tous les liens. On va compiler. Alors, ls. Alors, donc ça va travailler dans TMP. Il travaille sur SH. Voir qu'est-ce qu'on lui passe en argument. Ouais, on se sert du malloc. Ce qui prend en arc. Car. Donc ouais, on travaille. Hein. Donc WR only, create, truncate, opération de write, chmod. On va lui donner le suite bit, hein, tout simplement, 04755. Et on travaille bien dans TMP SH. Donc il va faire un clone dans TMP du vrai SH et le placer dans TMP. Il lui met les droits en tant que root. Ok, bin SH, nul. Il fait un XVE. Donc nous, on lui donne en fait le programme sur lequel on veut travailler et bah, c'est SU qui va appeler SH. Donc on veut lui passer SU. Donc bin SU et voilà. Ok. Suite binary, il drop le shell et il restaure dans la foulée les binaires à l'exécutable originel. C'est-à-dire que on les route, mais vous voyez que c'est un route un peu spécial. Fait partie de deux groupes, également de Try Avec Me, mais c'est normal. On a fait notre escalade de privilèges à partir du compte Try Avec Me. Mais on voit que ça passe. Et pareil, si vous voulez quoi? Bah, effacer vos traces. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans TMP et on va effacer nos artefacts. Voilà. On a quoi? Passe VD et SH? Bah, vous faites un sudo rm étoile. Voilà. Sudo rm rf étoile. Voilà. On a vidé le temp. Il n'y a plus aucun artefact. Hein. Après, vous pouvez vous amuser hein, à supprimer varlog. Hein. Donc là, il n'y aura plus aucune log sur le système d'exploitation. Et puis, après, vous pouvez vous amuser soit à faire une bombe logique, soit à supprimer totalement. Ne faites pas ça chez vous. RM, supprime tout récursif. RF, les fichiers, tu forces tout à partir de la racine. Là, vous détruisez
le Linux, ni plus ni moins. Ah, il te le dit, hein. Il te dit, t'es sûr, t'es sûr que tu veux détruire la machine? Donc là, on va lui dire, ouais, on va lui dire RM, RF, détruire la machine, no, reserve, route. Et là, vous détruisez l'ordinateur en temps réel. C'est en train de tout supprimer. Quelques petits problèmes, hein. Donc, on récupère un shell, mais ID, il n'y a plus rien. LS, il n'y a plus rien. Voilà, tout est détruit. Il n'y a plus rien à faire. 4, il n'y a plus rien. 4 not found. PWD, not found. Ah si, PWD, il est encore présent. Ok. Donc voilà, dès que vous allez redémarrer la machine, elle est inutilisable. Vraiment. Et pour la terminer, on peut se faire une petite bombe logique, hein. Une petite bombe logique en bash, ça mange pas de pain. Un petit smiley. Smiley. Ouverture. Hein. Une petite boucle sympathique. 2 points. Une petite barre. 2 points. Y a personne. On referme. Fin de l'instruction. 2 points. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça fait? On a notre petit smiley. Ça définit une fonction nommée 2 points. Ok? Ensuite, on ouvre. C'est le corps de la fonction. Ça, c'est le corps de notre fonction. La fonction, elle s'appelle elle-même 2 points. Et ça redirige tout à l'aide d'un pipe. D'accord? Sur l'entrée de la même fonction. Donc 2 points, pipe tout vers 2 points. Ensuite, on a le person. Ça cache le processus en fond, BG, comme vous le savez. Et ensuite, la fonction est ensuite appelée avec 2 points. Hein, et on a le point virgule, instruction suivante. Donc l'instruction s'appelle à l'infini. Ok? C'est ce qu'on appelle une fork bomb. Et ça permet de faire planter un ordinateur. La machine a planté. Donc vous voyez que je l'ai lancé avec Try Like Me, je suis sorti, et la machine a complètement lâché. Voilà, c'était comment détruire un Linux avec quelques lignes de commande. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.